Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve après quelques introductions de cours. Alors, nous allons voir le chapitre 2, le réseau Internet. Mais bien avant de commencer le réseau Internet, la base du réseau Internet, c'est le réseau informatique. Donc, dans la première partie du cours, j'avais d'abord commencé par le fonctionnement d'un réseau informatique. Aujourd'hui, la deuxième partie, qui est véritablement la partie des secondes, parce que le fonctionnement d'un réseau informatique, ça c'est le troisième. Donc, j'ai fait un rappel de ce que c'était un réseau avant de maintenant venir faire ce que c'est un réseau Internet. Ça va? Ok. Donc, dans le premier temps, c'est la définition. Donc, Internet, c'est le réseau des réseaux. Voilà. L'interconnexion de plusieurs réseaux locaux est appelée Internet. Donc, un réseau local. Ici, un autre réseau local à Nouakchott, un autre qui se trouve à Kifa. Lorsqu'on interconnecte ces réseaux et qu'on sort de Nouakchott ou alors de la Mauritanie et qu'on interconnecte plusieurs réseaux, alors nous sommes dans une maille qu'on va appeler Internet. Donc la définition d'Internet, c'est le réseau des réseaux. En deux, c'est le transport. Le transport de l'information sur le réseau Internet. Alors, comment se fait le transport d'informations, le transport des données sur le réseau Internet? Alors, dans la première partie, nous avons vu l'adresse IP. On a dit que l'adresse IP est un protocole qui permet d'identifier chaque ordinateur sur un réseau. L'adresse IP permet également de définir le format du datagramme qui doit être envoyé d'un ordinateur à un autre. Lorsque l'adresse IP a identifié un ordinateur et qu'il a défini le format des données qui doivent être envoyées, ce n'est plus à cette adresse-là, ce n'est plus à ce protocole-là de faire le transport, d'acheminer l'information. C'est deux autres protocoles qui vont se charger de faire la transmission des données. Et le premier protocole que nous allons voir, c'est le protocole UDP. UDP pour User Datagram Protocol. Voilà. Donc, dans la transmission des données, il y a deux coursiers. Toutes les applications, que ce soit applications Internet, applications web, ou alors les applications élémentaires, pour véhiculer un message, pour transférer un message, une information, utilisent généralement UDP et TCP que nous allons voir tout à l'heure. Alors, UDP, on dit que UDP n'est pas un protocole fiable. Pourquoi? Lorsque on transmet une information à UDP de la véhiculer, UDP travaille en mode non connecté. Donc, UDP en mode non connecté.
UDP travaille en mode non connecté. Ça veut dire quoi? Nous avons ici un PC, qu'on va appeler PC0, qui est lié à, qui va envoyer une information à un autre PC qu'on va appeler PC1. Donc l'adresse IP qui est ici, le protocole IP, va d'abord identifier l'ordinateur qui est ici grâce à son adresse IP. Et IP va préparer, le protocole IP va préparer le message à envoyer. Alors il va envoyer qui? Il va dire à UDP, envoie-moi cette information. Mais il se trouve que l'information à envoyer s'appelle par exemple, je fais un devoir. Je fais un devoir par exemple. Alors, cette information-là sera envoyée par datagramme. Qu'est-ce qu'on appelle un datagramme? Un datagramme, c'est la plus petite unité des données qui peut être transportable sur un support de transmission. Ça veut dire que toute cette phrase que je vais envoyer à un ami qui se situe sur le PC1, toute l'information peut ne pas contenir sur le support. Alors on découpe par morceaux cette information. Donc la plus petite valeur, le plus petit morceau qui puisse contenir sur un support de transmission est appelé datagramme ou alors paquet en français. Datagramme anglais, paquet en français. UDP, quand le protocole IP lui donne, il faut m'envoyer ça. Il prend, il envoie. Il prend, il envoie. UDP ne cherche pas à savoir si le PC1 est en ligne. Est-ce que le PC1 est connecté? Est-ce que le PC1 est prêt à recevoir l'information qu'il envoie? UDP ne se soucie pas de savoir si le premier datagramme qu'il a envoyé a été reçu par le destinataire. Donc, UDP, il envoie de façon aveugle les datagrammes, de sorte qu'à un moment donné, il peut avoir surcharge sur la liaison. C'est pourquoi on dit que UDP ne cherche pas à savoir si la personne est connectée. Il ne cherche pas à savoir si la personne a reçu le premier datagramme qu'il a envoyé. Lui, il envoie seulement les autres sans se soucier du fait que l'autre a reçu. Donc on dit qu'il travaille en mode non connecté. C'est pourquoi on dit que UDP n'est pas fiable. Voilà ce qu'il y en a du protocole UDP. Mais, ce qui est intéressant, c'est que UDP est très rapide. UDP, c'est un protocole qui est rapide. Le deuxième protocole qui permet de faire le transport des données est appelé TCP. TCP ou Transmission Control pour P pour protocole. TCP est un protocole qui est le contraire de UDP. Parce que TCP travaille en mode connecté. Donc TCP en mode connecté. Comment TCP travaille? TCP, effectivement, il prend toutes les informations envoyées par le protocole, mises en forme par le protocole IP, il va les découper en datagrammes et il va envoyer le premier datagramme en vérifiant d'abord si le destinataire est connecté. Il ne peut pas envoyer un datagramme sans savoir si celui qui est à l'autre bout est connecté. Non seulement il vérifie si le destinataire est connecté, mais en même temps il vérifie si le premier datagramme qui a été envoyé est arrivé à destination. Si le premier datagramme est arrivé à destination, il fait un retour au PC
PC expéditeur pour dire que le premier datagramme que j'ai envoyé est arrivé à destination. Alors, je peux envoyer le datagramme suivant. Donc, TCP est sécurisé. On dit qu'il travaille en mode connecté. Voilà la différence entre les deux. Bien. Après le protocole, nous allons voir un autre protocole sans lequel il n'y a pas d'Internet. On l'appelle le DNS. On l'appelle le DNS. Alors, DNS pour domaine, N name et S pour système. Pardon, c'est en anglais. Ou en français, système de nom de domaine. Système de nom de domaine. Alors, comme on a dit déjà dans la première partie, on a dit la partie A, que tout ordinateur est repéré sur un réseau grâce à son adresse IP. Alors, voilà quelqu'un qui est sur son PC et qui vient aller sur Internet. Donc, Internet. Donc, voilà le PC. Un individu qui est ici qui vient avoir accès à un site Internet. Donc, il tape par exemple le site du lycée Petit Centre. Donc, bien entendu, l'URL que nous verrons dans le chapitre prochain, www.lpc, lycée Petit Centre, par exemple, MR. Comme nous sommes en Mauritanie, MR, ça peut être FR, ça peut être. Ça va? Alors, ça, c'est appelé le nom de domaine. Le nom de domaine. C'est ce qu'on appelle ça. Pour des novices, ils tapent www.google.fr, mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est ce qu'on appelle le nom de domaine. Cette adresse est appelée le nom de domaine. Et on l'appelle une adresse web. Adresse web. Donc, le nom de domaine est une adresse web. Ok. Alors, le PC2, le PC qui est ici, va aller sur le site internet de lpc.mr. Mais, lorsque tu tapes dans le navigateur, tu ne tapes pas l'adresse IP. Or, ce domaine-là est hébergé sur un contrôleur de domaine. Donc, ce site-là est hébergé sur un contrôleur de domaine. Voilà. Donc, ce contrôleur de domaine qu'on appelle ici DNS, ce contrôleur de domaine va faire ce qu'on appelle une conversion. Dans sa base de données, le contrôleur de domaine va savoir de tous les sites internet qui sont logés dans ma base de données, quel est le domaine LPC qui est ici, quelle est son adresse IP. Donc, c'est ce domaine-là qui va transformer ton adresse web qui est ici, l'adresse internet qui est ici,
va le convertir en adresse IP pour te rediriger vers le site en question. Voilà comment ça se passe. Je prends un exemple banal. Au moment où je vous parle, je connais le numéro de M. Patrick. Je connais le nom de M. Patrick, mais je ne connais pas son numéro par cœur. Je connais le professeur d'anglais, M. Dambélé. Je connais son nom, mais je ne connais pas son numéro de téléphone. Je connais le directeur, M. Alu, mais je ne connais pas son numéro de téléphone. Quand vous prenez votre téléphone et que vous tapez en cherchant dans la partie contact, quand vous tapez le nom de Patrick ou bien alors de Dambélé, automatiquement le numéro sort. Le numéro sort. C'est la même chose. Comme il est plus difficile de retenir des chiffres, des nombres, alors on va vous dire, comme il est difficile parmi des milliers de nombres, des milliers de chiffres, alors dans l'URL, dans le navigateur, tapez plutôt le nom du site internet que vous voulez avoir et le contrôleur de données DNS va chercher l'adresse IP et faire la correspondance avec l'ordinateur, le serveur que vous cherchez sur internet. Voilà ce que fait le DNS. Et donc, sans DNS, il n'y a pas d'internet. Et dans le monde, il existe 13 serveurs, 13 DNS racines dans le monde. Ça veut dire quoi? Mauritanie a ses serveurs DNS. Chinitel a ses serveurs DNS. Sinim a ses serveurs DNS. Mais tous les serveurs DNS ont leur patron, qu'on appelle les serveurs DNS racines, qui gèrent Internet dans le monde. Donc chaque ordinateur que tu veux joindre, connaissant le nom de l'ordinateur, les serveurs DNS vont chercher les adresses IP et te faire retourner le site internet que tu recherches. Voilà comment ça se passe. Et tenez-vous bien, sur les 13 serveurs DNS, il y a 2 qui sont en Europe. Il y a un qui est au Japon. Et le reste, c'est tout aux États-Unis. Donc, si les Américains disent aujourd'hui on coupe Internet, ils coupent Internet. Donc, voilà un peu comment fonctionne DNS. Après DNS, nous allons voir la notion de routage. 4. La notion de routage. Bien. Alors, on a encore ici un PC, PC0. Tu viens envoyer une information à PC2. Comme on a dit, pour que tous les réseaux locaux, soient forment Internet, il faut des routeurs.
Ici, on aura le routeur 0, le routeur 1 et le routeur 2. Le routeur 0 qui est ici est à l'intermédiaire de deux réseaux, à l'intersection de deux réseaux. Donc, ici, il est le point de sortie de ce réseau local qui est ici, le LAN qui est ici, LAN 1 et LAN. Et ici, ça c'est un réseau public. Ça, c'est un réseau public qui est là. Donc, vous voyez que à chaque port d'un routeur correspond un réseau. À chaque port d'un routeur correspond un réseau. Donc, pour avoir Internet, il faut interconnecter plusieurs routeurs. Donc, lorsque quelqu'un se trouve à Miami, aux États-Unis, et qu'il vient envoyer une information à son frère qui est resté au pays ici, qui se trouve à Kifa, lui, il est assis chez lui à la maison, il envoie une information. Frère, on envoie la famille. Ce sont ces routeurs-là qui vont chercher le meilleur chemin pour véhiculer l'information de celui qui est à Miami le plus rapidement possible en cherchant le chemin le moins long. C'est ce qu'on appelle le routage. Le routeur permet d'induire l'information reçue en cherchant le meilleur chemin. C'est ce qu'on appelle le routage. Ça va? On a le WhatsApp ou Messenger qui envoie une information, il est aux États-Unis, il est au Japon, il envoie une information. L'information que tu envoies depuis le Japon ne quitte pas ton téléphone automatiquement pour venir tomber dans le téléphone, dans le Messenger de ton frère qui se trouve dans ce pays. C'est le travail des serveurs DNS, c'est le travail des routeurs qui cherchent les chemins où il y a moins de trafic. Voilà. Après, le routage, nous allons, ici par exemple, nous allons créer une petite table. Je vais vous montrer comment, à l'intérieur de chaque routeur se trouve un système d'exploitation, comme si un ordinateur, comme Android sur les smartphones, il y a à l'intérieur de chaque routeur un système d'exploitation. Et il y a ce qu'on appelle l'élément principal qui est la table de routage. C'est dans cette table de routage se trouvent les adresses réseau qui est lié à chaque routeur. Donc je prends un exemple ici. Un exemple. J'ai un routeur ici. Un autre routeur qui est lié ici. Là, ici, on aura un PC. Là, on aura également un PC. Ici, un PC. Là, on va avoir un PC. Ici, un PC. Là, PC. PC. Donc, ici, on aura PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6. Voilà. Donc, ici, déjà, ici, on a un réseau. Le réseau d'ici, on peut l'appeler 192.168.1.0. Ça, c'est l'adresse réseau. Ce n'est pas l'adresse de l'ordinateur qui est là. Ce n'est pas l'adresse de l'ordinateur, mais c'est l'adresse réseau de ce réseau. On peut dire que c'est un sous-réseau, puisque ici on a 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4.
On a ici 4 sous-réseaux. Donc ici, le PC0 qui est ici, étant dans ça, il peut peut-être avoir l'adresse IP 192.168.1.1. Donc, l'adresse IP de PC0, on enlève ça ici. Alors, ici, on aura 192.168.1.2. L'interface ici, on va l'appeler P1. Vous voyez ici, j'ai seulement représenté 4 interfaces, on dit 4 ports. Et ici, le réseau qui est là, on va également l'appeler 10.2.1.0. Ça, c'est notre réseau. Donc, le port P1 qui est ici, moins P2 qui est ici, il aura l'adresse 10.2.1.1. Donc, ça, c'est le routeur R0, le routeur R1 et le routeur R2. Ici, on aura le réseau 192.168.2.0. Donc le PC ici va avoir comme adresse IP .2.1. Donc au lieu d'écrire tout ça, j'ai mis 2.1. Et le PC1 qui est ici aura 2.2. Donc ici, P2, P1, P2, donc P3. Voilà. L'adresse IP, ici, on aura quel réseau? On aura un autre réseau qu'on va appeler 10.2.2.0. Donc le P3 qui est ici aura alors le point 2.1. Et le port 1, P1 de ce routeur 2 là aura le 2 ici, puisqu'il est ici, 2.2. On aura ici un autre réseau qu'on va appeler 192.168.1. On a point 1 ici, là on a point 2, donc point 3.0. Donc le PC ici va avoir pour adresse IP 192.168.3.1. Et ici, le PC1 ici. Ici, on aura d'abord terminé ici. Le port, on a P1, on a P2, ici on a P3. Ça va? Donc ici le P3 étant dans notre réseau 10.2.2.0. Alors on va faire la table de routage de ce routeur 1 qui est là. On va faire sa table de routage. Pour faire sa table de routage, vous écrivez simplement comme ça. Donc, table de routage de routeur R1. Ici, vous mettez destination. Destination. Ici, vous mettez routeur départ. A dit le saut. Que le routeur, combien de sauts on fait avant d'atteindre la destination. Et ici, on va mettre interface. On va mettre ici interface. Voilà. Alors, on va faire table de routage de ce routeur. Il est relié à combien de réseaux? Donc, ici, le premier, on aura le 10.2.1.0. Donc, on voit que c'est une connexion directe. Donc, on met direct.
À quel port? Avec quel port? Donc ici c'est port 1, donc on met P1. Il est en contact avec quel réseau encore? En contact avec le 192.16.168.2.0. Donc ici, il est en contact avec quoi? Avec le port. Avec quel port? Le port P1 toujours. Le port P1 est en contact ici avec ce réseau et le port P1 est en contact avec ce réseau. Donc je vais répéter P1. Ensuite, si on veut mettre ce réseau 10.2.2.0. Donc lui, il peut avoir accès à ce réseau via quoi? Grâce à P2. Donc ici, c'est P2 qui va lui permettre d'arriver ici. Donc je mets P2. Donc ici, vous mettez, ici on met simplement l'adresse IP qui est là, le 2 points, donc ici on va mettre le 10, l'adresse IP qui est là, c'est le qu'on écrit ici. Vous verrez ça dans l'exercice que j'ai donné, et il y aura une partie exercice pour mieux expliquer ce que c'est une table de routage. Okay. On va voir un dernier point, qui est la structure des applications sur Internet. La structure, donc un cinquième point, la structure des applications. La structure des applications sur Internet. C'est le dernier point, la structure des applications sur Internet. Alors, ce que vous voulez savoir, c'est qu'il y a des applications qu'on appelle applications serveur et des applications clients ou alors clientes. Lorsque quelqu'un est sur son ordinateur, il vient accéder à un serveur web. Donc on a un serveur web. Sur ce serveur web se trouve notre site internet. Notre site internet. Donc sur ce serveur-là est installée une application web qui permet de distribuer des sites web. Donc l'application installée sur ce serveur est une application web. L'application cliente qui va nous permettre d'accéder au serveur web est appelée navigateur. Navigateur. Donc on a Firefox, on a Google Chrome. Donc les navigateurs que vous voyez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone sont des applications clientes qui permettent de lire ou de consulter un serveur web. Donc voilà la fin de notre cours. Vous avez les exercices juste en bas. On va corriger certainement dans 2 ou 3 jours. Je vous remercie.